Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous à Séricole 2020. Ici votre hôte Philippe Leduc pour le prochain 35 minutes. Je viens vous parler de tests qu'on a réalisés en collaboration avec le MAPAC. Je travaille pour Proforêt Consultant et le club à Séricole Sud du Québec depuis 2017. Qui sommes-nous? Nous sommes une firme en génie conseil, en foresterie et en acériculture. Qui travaille avec les producteurs acéricoles et forestiers depuis 2007. Nous sommes situés à Lac-Mégantic. Puis, nous sommes trois conseillers acéricoles à travailler pour Proforêt et le Club acéricole du Sud du Québec, dont moi personnellement, Vincent Poisson, ingénieur forestier, et Denis Toulouse, technicien forestier. Probablement qu'une partie de vous avez déjà fait affaire avec nous, donc euh, principalement, ce qu'on fait, c'est du service conseil en acériculture sur toutes sortes de sujets, puis aussi en acériculture. Puis on a aussi deux érablières en exploitation, dont une de 10 500 entailles. Donc, il va être question aujourd'hui, c'est l'érablière où on réalise différents tests pour l'industrie et pour le MAPAC. Puis on a une seconde érablière qui appartient à M. Vincent Poisson de 7500 entailles. Au niveau du contexte de l'érablière de 10 500 entailles, c'est une érablière qui a été achetée à l'automne 2015. C'est une exploitation qui est en opération depuis 2001, donc sur tublure et tout ça. Puis c'est un érablière qui a un historique qui a déjà été entaillé aux alentours des années 1930, là, pendant une période de 20 à 25 ans. C'est une partie d'érablière qui a été exploitée au Chaudière, puis ça a été abandonné. Puis ça a été reparti en 2001 sur Tubleu. Donc, cette érablière-là a été acquise à l'automne 2015. Puis pourquoi on a acquis cette érablière-là? Principalement, c'était pour être capable de faire travailler nos techniciens forestiers à l'année, puis aussi de permettre de faire certains tests que l'industrie nous demandait. Puis on avait aussi beaucoup d'interrogations au niveau de nos producteurs qui se demandaient quel ou quel produit pourrait être intéressant. Puis il y avait des questionnements assez généralisés de nos producteurs auxquels on n'était pas toujours capable de répondre. Donc, c'était dans cette optique-là qu'on a fait l'acquisition de cette érablière-là. Puis, dans le fond, on fait des tests depuis, l'année 2020 était la 5e année de tests. Donc, la saison 2016 étant la première qu'on a eue en opération. Puis, cette année était la première année où on exploitait, dans le fond, sur 3 sites. Donc, l'érablière est divisée en 3 stations de pompage. Euh, Chacune de ces stations de pompage-là est en opération pour faire des tests. Donc, on a des tests différents à chacune d'elles. Donc, ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est un des tests qui a été réalisé cette année à l'Érablière. Donc, souvent, les tests auxquels on va participer, c'est des tests au niveau des composantes de tubulure, que ce soit les chalumeaux, les tencelles, tout ça, c'est des choses qu'on a faites dans le passé. Puis cette année, on avait une interrogation au niveau de la contamination à l'entaille. Donc, le sujet de la présentation d'aujourd'hui porte là-dessus. Fait important qu'on peut mentionner aussi, dans le fond, c'est tout un système d'exploitation qui est indépendant. Donc, on a des secteurs d'érablière qui sont reliés avec des extracteurs indépendants pour mesurer des quantités d'eau. Puis, on a aussi un système de monitoring à large échelle là, pour mesurer, dans le fond, les niveaux de vide et les températures aux têtes de ligne pour suivre la production durant la saison. Donc, si on regarde les caractéristiques du site de l'expérience, donc il s'agit d'une des 3 stations de pompage. Cette station de pompage-là possède 2 zones, si on veut. Une où la tubulure est plus vieille, qui date de 2009, section de tubulure Lapierre. Puis on a une seconde section de tubulure CDL qui a été installée en 2017.
Donc, au niveau de la totalité de cette station de pompage-là, il y a environ 3800 entailles qui ont été subdivisées en 5 secteurs. Donc, vous allez voir pourquoi 5 secteurs plus tard, je vais bien l'expliquer. Des fois, c'est des choses qui sont assez intéressantes à savoir. Bon, on a environ une moyenne de 5 entailles par 5,16, puis des mètres lignes entre 115 et 430 entailles. Puis on a aussi différents extracteurs qui sont reliés là, dans le fond, à 2 ou 3 mètres lignes ou collecteurs en forêt. Puis on va aller mesurer le volume d'eau de ces extracteurs-là qui sont reliés à différents dispositifs expérimentaux. Dans cette étude-là, c'est important de mentionner que la tubulure avait été assainie à l'alcool isopropylique au printemps 2019. Après les sucres, il n'y a pas eu de second assainissement à l'automne. Il y a seulement eu un seul assainissement à la fin de la saison passée. L'ensemble des chalumeaux étaient neufs pour la zone où la tubulure est de CDL 2017. Puis on avait des chalumeaux âgés d'1 an dans le secteur de la tubulure Lapierre 2009. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi on avait cette divergence-là au niveau des chalumeaux. Donc, si vous pouvez voir sur ces 2 photos-là un peu l'installation extérieure en forêt et à l'intérieur de la station de pompage. Donc, vous avez 5 relâcheurs. Il y en a un 5e au sol qu'on ne voit pas sur la photo. Tous des extracteurs électriques submersibles qui sont chacun reliés à un secteur d'érablière. Puis les volumes d'eau sont comptabilisés à l'aide de compteurs d'eau. Donc, chaque relâcheur possède un compteur d'eau. Puis à partir de cette année, durant la saison, on a fait l'ajout d'un second compteur d'eau pour ajouter de la précision à nos données dans le fond. Si on passe à la cartographie, donc ici, vous pouvez voir un peu la disposition des mètres lignes. Donc, vous avez le secteur de tubulure Lapierre, qui est totalement différent. Bon, l'âge de la tubulure, les composantes sont différentes, sont plus âgées. Donc, ce secteur de tubulure-là, on préfère faire des tests où on va y aller plus d'observation. C'est plus difficile d'en sortir des résultats qui sont significatifs, qui peuvent être bien comparés avec le restant de l'érablière, étant donné la longueur des mètres lignes puis l'âge de la tubulure. Donc, cette année, c'était un test qu'on faisait au niveau du stéricap. C'était des questions qu'on avait eues au niveau de nos producteurs. Est-ce que ça peut être un bon équipement utilisé pour favoriser un bon assainissement? Donc, on a testé ça dans ce secteur-là. Puis, c'est pour ça qu'on avait des chalumeaux là, qui avaient 1 an d'âge. Donc, ces chalumeaux-là ont été installés l'année passée, ils ont été assainis à l'alcool iso. Puis là, ben, cette année, ils ont été réentaillés, puis on a été chercher des mesures de contamination à l'entaille avec un bioluminomètre pour voir, bon, est-ce que cette contamination-là est basse? Est-ce qu'elle est intéressante pour favoriser une bonne coulée? Dans le second secteur, tubulure CDL, c'est lui vraiment qui est le cœur du test. Vous avez 4 sections d'érablières. Donc, vous avez le mètre ligne 1, 2, 3 qui sont en mauve. Si on part de la gauche de l'écran jusqu'à droite, 1, 2, 3 représente un secteur. Le 4 et 5, un second secteur. Le 6 et 8, un troisième secteur. Puis la 7, 9 et 10 et 10Y qui sont dans le fond, qui constitue le 4e secteur. Ce que ça nous permet, c'est de comparer 2 secteurs entre eux, puis d'avoir 2 répétitions du même test. Donc, vous voyez que les lignes en mauve, ça représente les lignes témoins, donc il y avait des chalumeaux neufs. Et les lignes en bleu sont les lignes où les chalumeaux étaient neufs, mais ont été volontairement contaminés afin d'évaluer la différence de rendement entre un système contaminé et un système qui était propre. Au niveau des interrogations, ce qu'on avait, c'était bon, il y a plusieurs
hypothèses, mais qui ont été confirmées par le passé qu'il y avait une certaine perte de rendement qui était potentiellement attribuable à la contamination. Puis c'est ce qu'on voulait valider avec cette étude-là. En même temps, de valider est-ce que le Stéricat, ça représente un équipement qui est intéressant pour la désinfection. Donc, on a fait une petite revue de littérature de trois recherches, deux réalisées au Québec, dont une en 2018 de Lagacé, une seconde en 2011 et une du côté américain de Perkins qui a été publiée en 2018. Donc, si on regarde la première étude de Lagacé, cette étude-là avait été surtout réalisée afin d'essayer de cibler certaines bactéries qui seraient intéressantes à volontairement inoculer dans le système de tubulure pour aller chercher une saveur caractéristique du sirop d'érable sur une plus longue période en saison. Donc, ces souches-là étaient contrôlées, étaient choisies. C'était des bactéries qui étaient volontairement choisies parce qu'elles avaient tendance à donner un bon goût de sirop d'érable au sirop qui était produit. Donc, dans cette étude-là, il n'y avait pas d'effet significatif qui avait été observé sur le volume de récolte de sève. Par contre, ce que je pourrais ajouter, c'est sûrement que vous voulez vous questionner probablement sur la façon que ces systèmes de collecte-là ont été, dans le fond, inoculés. Donc, la façon qui a été utilisée, c'est d'injecter 20 ml de sève stérile concentrée à 8 Brix avec la souche qui avait été choisie en laboratoire. Donc, ils ont passé à chacune des entailles, ils ont inséré 20 ml de 8 Brix avec la souche désirée pour inoculer l'ensemble de la tubulure, et ça 2 semaines avant les premières coulées. Une seconde partie de cette étude-là avait été réalisée aussi au niveau pour distinguer le choix de certaines bactéries versus la libre croissance d'une multitude de bactéries. Donc, grosso modo, c'était le free for all dans le deuxième système expérimental. Donc là, dans ce système-là, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont concentré de la sève à 8 Brix, ils l'ont laissé vieillir, puis ils l'ont injecté au chalumeau avant l'entaillage. Les conclusions qui sont sorties de cette étude-là, c'est qu'il y avait une perte de rendement d'environ 25% dans un milieu où le développement bactérien était incontrôlé. Donc, nous autres, ce qu'on voulait savoir, c'est de façon naturelle, là, si j'ai aucun contrôle sur le développement bactérien, est-ce que ça a un impact sur le rendement en coulée? Donc, selon l'étude de Lagacé, on aurait 25% de perte. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que nous, on a basé notre étude, qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour inoculer nos chalumeaux? Comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on a vraiment opté pour une flore qui était déséquilibrée. Donc, de laisser croître les bactéries de façon naturelle, sans avoir aucun contrôle dessus, comme ça pourrait se passer naturellement dans un réseau de collecte. Si on passe à la seconde étude de Perkins, qui a été publiée la même année, en 2018, de leur côté, avaient étudié différents agents de nettoyage, sachant que les Américains ne peuvent pas utiliser l'alcool isopropylique. C'était surtout intéressant pour eux de voir quel produit serait le plus intéressant à utiliser. Mais dans notre cas, les deux barres les plus intéressantes sont lorsque j'ai un système qui est neuf, puis un système qui est usé puis qui n'a pas été assaini. Dans leur cas, on avait 42% de perte s'il n'y avait aucun assainissement. Donc, c'était quand même une perte qui était majeure. Puis c'est une des choses qu'on voulait valider. Ensuite, la troisième étude de Lagacé 2011, cette étude-là était surtout sur les effets des produits d'assainissement,
sur l'étude de l'alcool isopropylique. Puis c'est ça qui a amené, dans le fond, l'alcool isopropylique sur le marché comme bon produit d'assainissement en acériculture. Donc, les résultats de l'AGAC avaient démontré, vous pouvez le voir par le graphique, qu'avant assainissement, on a des quantités de bactéries par unité de surface qui sont très élevées. On assaignit à l'alcool iso en suivant la méthode du centre-serre, 15 ml par entaille. On met 1 litre d'alcool par 1000 pieds des mètres lignes. On envoie des éponges. Puis, à l'automne, on avait, pour les deux composantes, chute et chalumeau, une diminution marquée de la quantité de bactéries par unité de surface. Donc, ce qui démontrait que l'alcool iso, somme toute, c'est un bon produit assainissant. Si on passe à la deuxième diapositive, sur l'étude de l'Agacé 2011, on voit que peu importe, euh, dans le fond, la composante de tubulure, on avait une diminution intéressante de la quantité de bactéries. Ce qui m'amène à parler des faits objectifs de notre recherche de cette année, puis de nos tests. On connaissait l'importance, dans le fond, de la contamination lentaire. On savait qu'il y en avait une, mais ce qu'on savait pas nécessairement, c'était est-ce que l'effet est aussi marqué que ce qu'on peut voir dans les différentes études? Puis est-ce que ça l'influence, est-ce qu'il y a une influence des fuites sur l'arrêt prématuré de la coulée? Donc, ce qu'on voulait savoir, est-ce qu'il y a un facteur ou un autre qui peut être peut-être plus important, ou est-ce que les deux ont leur importance? C'était des faits qu'on voulait vérifier. Donc, l'objectif de l'expérience, c'est surtout de comparer le rendement en sève et la contamination saisonnière de chalumeaux qui avait été contaminé, volontairement contaminé, puis de chalumeaux témoins qui étaient neufs. C'est important de mentionner que dans ce projet-là, on a utilisé des souches, si on peut appeler ça une souche, il y a plusieurs souches de bactéries, donc qui ont eu libre croissance, autrement dit. Donc, c'est difficile de dire quelle bactérie a pris l'avantage sur quelle. Est-ce qu'il y a eu des lovers qui ont été impliqués dans le processus? On peut pas le déterminer. Mais ce qu'on peut assurément dire, c'est qu'on a utilisé de la sève naturelle d'érable qui avait été contaminée naturellement au contact de l'air, qui a été vieillie. Donc, ça nous permet de voir si je suis dans une situation naturelle où je contrôle absolument rien, qu'est-ce qui se passe, puis est-ce que ça a un impact sur le rendement en sève. Donc, c'est ce qu'on voulait vous mentionner. Si on arrive au niveau de l'expérimentation puis de la division des différents secteurs, donc tantôt je parlais de 5 secteurs, vous avez 2 secteurs contaminés, 2 secteurs témoins, un secteur stéricap. Donc dans les secteurs contaminés, ça totalisait environ 1400 entailles, secteur témoin 1700 et stéricap environ 700. Pour le rappeler, tous des secteurs qui ont été assignés à l'alcool iso au printemps 2019. Les chalumeaux dans le secteur CDL étaient tous des chalumeaux noirs, neufs, modèle écolo de Dominion et Grimm. Puis dans le secteur Lapierre, on avait des chalumeaux bleus, Shalom, Dominion et Grimm, âgés d'1 an. Donc, ce qu'on peut pas faire, c'est comparer les deux secteurs vraiment entre eux, étant donné les caractéristiques, comme je vous disais tantôt. Bon, c'est pas l'âge de la tubulure, les composantes sont pas pareilles, mais ça nous permet quand même de faire une certaine observation de ce qui va se passer durant la saison. Si on passe à la prochaine diapositive. Somme toute, ici, vous avez la distribution des entailles en blanc, là, proche des mètres lignes. Donc, vous voyez à peu près la distribution des différentes entailles selon les mètres lignes. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter. Ensuite, au niveau de la méthode d'inoculation, comment est-ce qu'on a procédé?
On a récolté de la sève chez un de nos producteurs pour lequel, bon, il y avait eu une coulée le 24 et le 25 janvier. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté cette sève-là 3 semaines plus tard que la date de coulée. Donc, somme toute, hein, là, à la fin de la deuxième semaine de février, on a été récolter cette sève-là. Cette sève-là avait vieilli 3 semaines dans les bassins du producteur à une température d'environ 7 degrés Celsius qu'on estimait. Donc, vous pouvez bien croire qu'il y a eu un certain développement bactérien dans tout ça. Cette eau-là, elle a travaillé, n'était pas conservée en deçà du point de congélation. Donc, les bactéries ont quand même travaillé là-dedans. Puis, ce qu'on a fait, après avoir récolté cette eau-là, c'est qu'on a pris nos chalumeaux neufs qu'on voulait inoculer. On les a trempés dans l'eau par trempage successif pendant 3 jours. Puis on les a sortis à l'air libre. Pourquoi les sortir à l'air libre? C'est qu'on voulait laisser libre recours aux bactéries aérobiques de développer, dans le fond, de pouvoir se développer sur les surfaces de chalumeaux pour que ça ressemble le plus possible à un contexte forestier là, où il y aurait du développement aérobique qui pourrait se faire au niveau des composantes de tubleux. Donc, ces chalumeaux-là ont ensuite été installés au moment de l'entaillage, environ 1 à 2 semaines avant le début de la saison. Ce qui m'amène à parler de la distribution au niveau de l'entaillage. Comment ça s'est passé? Durant quelle période? Donc, durant la période de froid, du 3 au 23 février, on n'a pas vraiment manqué de coulées, sauf celle du 24 et du 25 janvier 2020. Donc, une première petite coulée hâtive qui a été manquée. On a procédé à 3 entailleurs, puis sachant qu'on a un dispositif qui est dispersé sur un grand nombre d'entailles, on parle de 3800 entailles environ, ce qu'il faut tenir compte dans un système comme ça, c'est le biais de l'entailleur puis le biais du vieillissement de l'entaille. Donc, pour limiter ça au maximum, la façon qu'on procède, c'est que chaque entailleur se voit attribuer un nombre fixe d'entailles par jour, exemple 350. Puis ces entailles-là vont être distribuées par secteur au prorata des entailles. Donc, ce que ça veut dire, c'est si j'ai 5 secteurs, puis que j'ai 350 entailles, exemple, ben, faut que j'en entaille 20% dans chacun des secteurs, afin que l'entaillage de chacun des secteurs évolue de façon égale. Donc, ce que ça permet, c'est de dire, bon, ben, au prorata des entailles, ça veut dire, si j'ai 100 entailles dans le premier secteur, puis je décide d'en entailler 20, puis j'en ai 100 dans le deuxième secteur, puis j'en entaille 20 aussi. Donc, ça fait que la progression est progressive au fil des journées, puis les entailles sont distribuées équitablement de chacun des entailleurs parce qu'on n'a pas toutes la même façon d'entailler, on a toutes d'une certaine manière. Oui, on a on donne des formations d'entaillage, on sait ce qu'on fait, mais chaque entailleur a un petit peu sa façon de procéder. Donc, ça élimine ce biais-là. Ce qu'on peut dire aussi au niveau de l'entaillage, c'était l'entaillage le plus tardif de nos 3 sites. C'était l'entaillage qui, dans le fond, a été réalisé le plus proche de la première coulée probable de la saison. Donc, on a mesuré les coulées à partir du 25 février midi jusqu'au 26 avril 13 heures, la date où on a terminé la saison dans notre secteur de Lac-Mégantic. Donc, au niveau de la méthode de mesure, on a un système de surveillance de fuite ou de monitoring qui est situé à chaque fin de mètre ligne qui nous permet d'aller chercher une lecture du vide en temps réel au bout des mètres lignes qui nous permet dans le fond de suivre
le vide au fil de la saison, puis de s'assurer que les fuites sont au minimum possible pour limiter au maximum leur effet sur le test, parce qu'on sait que le niveau de vide, il y a une importance, il y a un effet important sur la coulée, puis sur le rendement qu'on va sortir de ces entailles-là. Donc, on a des mesures qui sont prises aux 5 minutes, puis ça nous permet d'avoir un vide moyen saisonnier qui nous permet ensuite de pondérer là, nos rendements acéricoles en fin de saison lorsqu'on analyse nos résultats. Si je reviens à l'installation, donc on parlait tantôt des 5 extracteurs, donc vous les voyez ici, toutes des pompes submersibles, on va passer rapidement. Puis l'ajout du second compteur d'eau s'est fait le 25 mars. Pourquoi le 25 mars? En condition de pandémie dans lequel on était, ces compteurs d'eau-là proviennent de Colombie-Britannique. C'était très difficile à avoir, donc ça a été plus tardif, là, ça a été plus long à les recevoir, donc on les a reçus un petit peu en retard. On a décidé de les installer quand même, puis de quand même permettre de valider une certaine partie des données au fil de la saison. On peut ensuite parler un petit peu du chalumeau qui avait été utilisé. Bon, chalumeau de Minonégrim écolo que probablement tout le monde connaisse. C'est un chalumeau qui est très standard, qui se martèle bien, se désentaille bien, qui est assez étanche. Puis comme tous les bons chalumeaux de l'industrie, bien entendu, fait probablement quelques microfuites, ça arrive, vont nécessiter le désentaillage. Donc, si on arrive à la portion de la description du dispositif, donc vous avez vos 5 secteurs, vos 5 extracteurs. Donc, vous avez le secteur 1 et le secteur 4 qui étaient en chalumeau témoin, chalumeau neuf. Le secteur 2 et le secteur 5 qui étaient en chalumeau contaminé. Donc, vous avez la quantité d'entaille par secteur, le pourcentage du test, puis le pourcentage de désentaillé. Donc, vous pouvez voir que le pourcentage de désentaillés est un petit peu plus élevé pour les stéricates. Les chalumeaux avaient 1 an d'âge. Est-ce que ça peut avoir un lien? Peut-être. C'est difficile à établir hors de tout doute, mais est-ce que la déformation pouvait avoir un certain impact? Peut-être. C'est quelque chose qui peut être observé, qui vaut quand même la peine d'être mentionné. Donc, au niveau des suivis de fuite, les fuites ont été suivies toute la saison. On a essayé de maintenir le vacuum le plus proche du maximum possible de notre pompe. Notre pompe est une pompe SCI simple stade. Donc, vacuum maximal à la pompe de 25,8. Donc, on a essayé de se situer au maximum le plus proche possible de ce niveau de vide-là. Puis en même temps, ben c'est très, très important dans un dispositif scientifique d'avoir un niveau d'intensité qui est très, très fort. Si on veut établir une corrélation avec certaines composantes ou dans ce cas-ci, la contamination, si on veut isoler le facteur contamination, il faut s'assurer que les fuites n'aient pas d'impact au niveau du dispositif. Donc ensuite, avec les données que le monitoring nous fournit, c'est possible d'établir un vide moyen saisonnier, puis d'appliquer une certaine correction au volume de sève récolté par secteur en fonction des petites variations de vide moyen qu'on a pu observer durant la saison. Donc, vous allez voir à la fin dans les résultats, il y a une petite barre qui a été rajoutée à l'histogramme qui nous permet de voir là, la quantité de sève qui aurait pu être récoltée si on avait vraiment maintenu un 25 pouces de mercure constant durant toute la saison. Donc, si on regarde au niveau des vacuums moyens, selon les différents relâcheurs, vous pouvez voir que le vide se tient très près de 25. Ce qui est important de mentionner dans ce tableau-là, c'est que la donnée moyenne inclut
Les vacuums matinaux, les vacuums matinales et les vacuums de soirée où on diminuait le vacuum lorsqu'on arrivait proche du point de congélation. Les niveaux de vide étaient baissés à 20 pouces de mercure, donc ça me donne une moyenne qui est proche de 25, mais qui est un petit peu inférieure. Mais lorsqu'on était en période de chaleur ou en milieu de journée, on maintenait l'environ 25, 25,2 en tête de ligne dans nos secteurs de test. Donc, vous voyez que la différence n'est pas extrême entre les différents dispositifs. C'est un peu ce qu'on vous parlait tantôt. On essaie de limiter ça au maximum, mais il y a quand même une certaine différence qui peut être observable. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute une correction lorsqu'on arrive à l'explication des résultats. Ensuite, autre mesure qu'on a pris, on a mesuré le niveau de contamination en unité en bactéries par unité de surface avec un bioluminomètre. Le bioluminomètre, ce qui nous permet, c'est d'évaluer, dans le fond, la luminescence des bactéries en réaction avec un certain liquide. Cette mesure-là, ses prix sont environ sur 200 chalumeaux. Puis de la façon qu'on procédait, on retirait le chalumeau de l'entaille, bien entendu en mettant notre pince coupe-débit pour s'assurer de ne pas créer de fuite lors de la prise de données. On insérait le Q-tips à l'intérieur du chalumeau, puis on le tournait quelques fois sur les parois avant de prendre la lecture du bioluminomètre. Donc, si on revient au résultat, en lien avec la bioluminescence des bactéries, donc ce qu'on peut voir, donc vous avez ici un graphique qui montre la quantité de bactéries par unité de surface en fonction des différents chalumeaux témoins ou contaminés. C'est important de mentionner que le maximum de lecture de l'appareil, c'est 10 000 unités. Donc, il y a plusieurs chalumeaux contaminés qui atteignaient la valeur maximale de l'appareil, ce qui fait que les données sont un petit peu sous-estimées en milieu et fin de saison, parce qu'on avait pas loin de la moitié des chalumeaux qui atteignaient la limite maximale de développement bactérien. Si on porte une attention particulière au 18 février, c'était avant le début de la saison. Donc, on voyait déjà qu'on partait avec les chalumeaux contaminés avec une avance significative de contamination au niveau du chalumeau. Là, on est à peu près à 1500 unités en partant la saison. Puis, si on regarde les chalumeaux témoins, on a eu une petite légère augmentation du niveau bactérien, mais pas très élevée durant la saison. Puis au niveau des observations, au niveau du stéricap, la contamination était semblable à celle des chalumeaux neufs. Donc, ce qui veut dire que potentiellement que notre assainissement à l'alcool iso, réalisé en fin de saison 2019, avait fait le travail puis avait diminué la contamination des chalumeaux âgés d'1 an à un niveau qui était très, très acceptable. Puis, il faut mentionner que toutes ces collectes-là de données au niveau de la contamination se sont faites au niveau du chalumeau lui-même et non pas au niveau des extracteurs. Maintenant, si on arrive au résultat des volumes de sève, donc vous retrouvez ici deux colonnes témoins et deux colonnes contaminées, donc chacun un secteur. Qui permettent d'avoir deux répétitions. Donc, vous voyez qu'on a des pertes quand même significatives de rendement entre les chalumeaux témoins neufs et les chalumeaux contaminés de l'ordre de 48 à 52 %. Donc, c'est quand même non négligeable. C'est une perte assez marquante. Puis c'est un peu aussi ce qu'on observe, ce qui avait été relevé là, dans les études de Perkins. Là. Fait que c'était des pertes qui étaient importantes. Puis au niveau du stéricap, on n'a pas eu vraiment de différence significative avec les chalumeaux neufs, ce qui veut dire que sensiblement était bien assaini. Puis on n'a pas eu de problème là, à ce niveau-là. Si on observe
Le second compteur d'eau qui a été rajouté à partir du 25 mars à cause de la contrainte de livraison, comme je vous parlais, ben là, on a une perte de 42% et de 60% pour les chalumeaux contaminés. Puis au niveau des témoins, on a des rendements qui sont sensiblement similaires. Chose que je voulais ajouter, vous pouvez voir dans ce graphique-là et dans le précédent, des barres rouges qui, dans le fond, représentent l'ajustement du niveau de vide à 25. Donc, ça ajoute un petit volume, mais qui est très, très minime sur l'ensemble du volume collecté durant la saison. Fait important qu'on a observé sur le terrain, le 19 avril, lors de notre dernière prise de mesure sur la contamination, c'était une très bonne coulée. C'était perceptible au relâcheur et dans les 5-16 qu'on avait une perte de rendement magistrale cette journée-là. Donc, vous voyez bien avec les images qu'on avait 0 coulée dans les chalumeaux contaminés, donc il rentrait pratiquement rien dans le relâcheur et les 5-16 étaient vides. Puis dans les secteurs témoins, on avait une bonne coulée, puis on avait aussi des 5-16 qui étaient pleins sur le terrain. Donc on voyait bien qu'il y avait une différence de rendement marquée entre les deux. Puis rendement qui s'est soldé lorsque j'ai compilé les données dans le fond du 18 au 26 avril. Nos chalumeaux témoins, qui représentent environ 1700 entailles, ont donné 30 845 litres de sève récoltée, ce qui correspond à 18 litres environ de sève par entaille, versus nos chalumeaux contaminés, qui eux représentent 1300 entailles, qui ont donné seulement 1973 litres récoltés, ce qui représente 1,42 litres par entaille, ce qui se concrétise grosso modo en une perte de 92,2%. Donc, ce qui veut dire qu'on a une perte tellement marquée en fin de saison que les entailles contaminées ne coulent plus du tout. Puis probablement que ça serait difficile de faire du sirop de bourgeon dans un système qui est très, très, très contaminé, là. Donc, c'est une chose qui est quand même importante à relater. Puis nos résultats vont dans le même sens que les recherches réalisées par Lagacé et Perkins. Si on va au niveau des résultats, au niveau des volumes de sève, donc ce qu'on peut dire, c'est que somme toute, nos extracteurs ils ont toujours une vidange qui est relativement semblable. Donc, c'est possible d'analyser là, avec notre système de monitoring le nombre de relâches et tout ça. Puis, c'est important de mentionner que nos compteurs d'eau ont une certaine incertitude du manufacturier d'environ 2%, donc c'est important de le mentionner. Puis, dans le fond, l'utilisation de 2 compteurs d'eau bout à bout permet de renforcer, dans le fond, la qualité des données. Donc, ce qui est, somme toute, conclusion, les pertes de rendement sont assez impressionnantes, malgré que le système ait été assaini à l'alcool ISO en 2019. Donc, ce que ça nous dit, grosso modo, c'est que probablement que la propreté à l'entaille, en tout cas à proximité de l'entaille, est super importante versus l'assainissement global de notre tublure. Donc, oui, les 5-16, oui, le maître-ligne a besoin d'être assaini, mais j'ai l'impression que c'est plus une question de qualité de production, de qualité de sirop, beaucoup plus qu'une question de rendement en sève, tandis que la propreté au niveau de l'entaille est très, très importante pour aller chercher un bon rendement, somme toute. Donc, ce que ça nous dit, grosso modo, c'est que nos 1400 entailles, environ nos 1300 entailles, ont engendré une perte d'environ 3800 livres de sirop cette année, ce qui n'est pas une perte négligeable là, pour un si petit nombre d'entailles.
Donc, ça a fait mal au cœur cette saison, qui a quand même été une bonne saison malgré tout. On aurait bien profité de ces 3800 livres-là de sirop supplémentaire. Autre chose importante qu'on peut mentionner, c'est que lors du désentaillage, la contamination était perceptible dans la tubulure, puis dans les trous d'entaille où on avait une présence de biofilm qui était plus marquée dans les secteurs contaminés, donc c'était visible. C'est peut-être un indicateur qui pourrait être intéressant à être utilisé pour un producteur qui veut évaluer est-ce que j'étais contaminé ou pas, est-ce que c'est pour ça que j'ai arrêté de couler plus tôt. Ça pourrait être un signe intéressant à observer lorsque vous désentaillez. Peut-être que vos chalumeaux étaient vraiment contaminés, puis ça vous donnerait un indice qui est peut-être temps d'échanger. Ou que votre assainissement n'est pas bon. Donc, si on arrive au niveau de la discussion, selon la littérature, la présence d'oxygène à l'entaille, de même que la contamination à l'entaille, sont deux des phénomènes qui provoquent l'arrêt prématuré de la coulée en fin de saison. C'est effectivement le cas. Puis notre étude vient confirmer les études qui avaient été faites par le Centre Acer ainsi que par le Centre Proctor. Puis la présence d'oxygène à l'entaille, dans notre cas, n'a pas été un facteur ou très peu important dans notre test parce qu'on a maintenu le niveau de vacuum le plus élevé qu'on pouvait. Puis on était le plus étanche possible tout au fil de la saison. Donc, on a vraiment isolé le phénomène contamination, puis on a exclu le phénomène oxydation de notre test pour s'assurer d'avoir des résultats les plus fiables possibles. Donc, c'est ce qui est important de retenir. Ce qu'on ne sait pas exactement en ce moment, puis le Centre Acer va un petit peu dans le même sens, c'est qu'on n'a aucune idée si la présence d'oxygène ou la contamination cause la fermeture de l'entaille. Ce qu'on sait, c'est que ça diminue la coulée, mais on ne connaît pas exactement quel phénomène a quelle importance, puis à quel point dans la saison ça l'intervient. Donc, c'est ça. Les résultats obtenus démontrent l'importance de l'effet de la contamination sur l'arrêt prématuré de la coulée, effectivement. Puis, ça démontre également si on est super bien assaini, on fait attention, puis qu'on utilise des composantes neuves, on va potentiellement aller chercher plus de rendement. Donc, c'est des choses qui sont importantes à faire attention. Puis, l'utilisation du Stéricap, somme toute, ça semble être une bonne technologie pour permettre de diminuer au maximum la contamination à l'entaille puis favoriser une bonne coulée de sève la saison suivante. Donc, c'est sûr que ça peut être un outil qui peut être intéressant puis qui semble efficace. Autre chose qu'on peut ajouter, c'est que les chalumeaux neufs, bien entendu, limitent les fuites à l'entaille. Donc, ça, c'est bien important de le spécifier. C'est sûr que si votre chalumeau, il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans, sa déformation n'est pas encore assez importante pour dire qu'il va peut-être potentiellement causer des fuites à l'entaille. Mais si vous avez un chalumeau qui a 5, 8, 10 ans d'âge, ça peut commencer à être un élément important là, de potentiellement des fuites à l'entaille. Ces fuites-là, bon, favorisent le phénomène d'oxydation, favorisent le phénomène d'assèchement de l'entaille. Donc, ça pourrait être intéressant de changer ces chalumeaux-là au fil des ans. Puis, ce qu'on ne sait pas, c'est justement, comme je disais un peu tantôt, dans quelle proportion l'oxygène puis les micro-organismes vont affecter la coulée. Bon, quel est le plus important que l'autre? Ce que ça vient, somme toute, à dire ce que je conseille à mes producteurs. Soyez le plus étanche possible, limitez au maximum les fuites, puis assurez-vous d'avoir un bon assainissement en saison. Pas en saison, mais en fin de saison.
Puis assurez-vous, dans le fond, que vous suivez les guides de bonne pratique d'assainissement à l'alcool isopropylique. Il y a une méthode qui a été écrite. Cette méthode-là a été validée par des études. Euh, Assurez-vous que votre alcool isopropylique est vraiment 70%, qu'il est efficace. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à faire attention pour s'assurer de maintenir un rendement à long terme. Puis je pense que ce qui est bien important, c'est que l'assainissement près de l'entaille, c'est une des choses à laquelle on doit le plus porter attention pour s'assurer de ne pas contaminer nos entailles. Puis ça va peut-être même jusqu'à utiliser des gants lorsqu'on change nos composantes euh, qui sont utilisées proches, à proximité de l'entaille, que ce soit la chute ou le chalumeau en tant que tel. C'est sûr que si on a nos mains qui sont généralement un bon vecteur de germes, contaminent nos chalumeaux avant même qu'on les ait mis dans nos érables, ben, c'est sûr qu'on ne sait pas la proportion au niveau de est-ce que les bactéries qui vivent sur nos mains, est-ce qu'ils peuvent affecter euh, la coulée d'un érable. Bon, c'est dur de statuer là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vivre à température aussi froide? Bon, c'est toutes des questions qu'on peut se poser, mais on est tous bien de ne pas prendre de chance et de dire regardez, on va prendre des gants, on va poser nos chalumeaux en forêt avec des gants, on va s'assurer de ne pas mettre de salive sur nos chalumeaux, hein, parce qu'on sait tous que bien souvent, on utilise la salive pour nous aider à rentrer ces chalumeaux-là. Là. Donc, ça vaut la peine de peut-être faire plus attention que pas assez à ce niveau-là. Donc, c'est un message que je voulais passer aussi à la suite de cette présentation-là. Puis ça m'amènerait à parler que l'année prochaine, nos installations sont toujours disponibles. On a 3 sites. C'est surtout un message qu'on lance au MAPAC puis aux différents équipementiers. C'est des équipements de fine pointe de la technologie. On est prêt à vous accueillir, à faire différents tests. Donc, c'est ce qu'on voulait passer comme message. Puis j'aimerais remercier euh, un équipementier en particulier, Dominion Ingrim. Merci beaucoup de nous supporter dans ces tests-là. Puis j'aimerais aussi remercier la MAPAC de nous permettre de faire des beaux tests comme ça, puis de faire progresser la science acéricole, un test à la fois. Merci beaucoup et bonne journée à tous.